Merci. Bienvenue au club. Merci, voilà. Déjà, merci de m'accueillir. Merci pour cette première conférence qu'on a eue qui était absolument splendide et tout à fait enrichissante et du coup qui met bien la pression quand même par la suite. Le culte des goûts. Alors du coup, avant toute chose, déjà moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un expert. J'ai juste livré un texte. Donc on va en parler. Mais en fait, avant toute chose, il faut aussi parler de ce qu'est un livre. Si on est tous là, c'est déjà parce qu'on aime ça, les livres. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'en termes de décor, on est plutôt bien fournis. Et les bouquins, ils sont à la fois merveilleux, ils véhiculent le savoir, ils véhiculent des idées, des informations, ils véhiculent des émotions. Et parfois, on attend d'eux des choses qui nous dépassent. Et c'est à ce moment-là, quelque part, où on bascule dans le merveilleux. Et c'est à ce moment où on décide de croire qu'il y a plus dans un objet, dans un texte, que ce qu'il y a réellement en face de nous. Ça va inspirer énormément un écrivain américain que tout le monde connaît, j'imagine, qui s'appelle Lovecraft. Qui ne connaît pas Lovecraft? Voilà. C'est qui Qui a rentré ici par erreur? Donc Lovecraft, on est première moitié du XXe siècle. Il est fasciné par des tonnes de choses et puis il commence à se poser une question, ou plutôt à distinguer quelque chose que finalement tout le monde ressent un peu mais que personne n'a jamais osé voir en face. C'est une idée que s'il y a des dieux, ou un dieu, ou en tout cas autre chose, il n'y a a fortiori aucune raison que ces dieux, ce dieu ou ces choses nous veulent à nous, humains, du bien. Et même au vu de ce qu'on vit, on pourrait même se dire qu'ils nous veulent plutôt du mal. Et donc il va créer une mythologie complexe, noire, de divinité, avec un postulat qui est génial et qui est beaucoup plus puissant que ceux des religions existantes, qui est celui que, quoi qu'il arrive, nous sommes des cafards et nous n'allons pas comprendre ce que ces divinités veulent. Alors, le vrai mythe lovecraftien, c'est on ne comprend rien, on subit. C'est complètement maso, mais en même temps, on a tous cette petite étincelle noire qui nous fait dire que ça existe, qu'on est dans ce monde-là. Et c'est ça la force de Lovecraft, c'est ça qui va faire que cette petite étincelle noire, elle va sortir de Lovecraft et passer à plein d'autres écrivains, artistes, musiciens, cinéastes, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une internationale Lovecraftienne qui fait vivre la mythologie Lovecraftienne, qui fait vivre les écrits de Lovecraft, que ce soit juste pour du jeu de rôle ou que ce soit pour une histoire de réflexion philosophique ou même confinée parfois à l'alchimie. Et comme dans toute bonne religion, eh ben, il va nous falloir des livres. Alors il ne faut pas juste des livres comme ça pour se raconter des histoires, faire vivre la mythologie. Non, il nous faut aussi des livres qui incarnent le verbe de ces dieux. Ça, on l'a déjà avant. La Bible, pour beaucoup de gens, c'est Dieu qui l'a envoyé par fax. Et parfois c'est clairement écrit, le Lévitique, c'est Dieu bourré qui dit tiens, vous pouvez plus manger d'anguilles et de homards, mais vous pouvez manger des sauterelles. Ça c'est écrit noir sur blanc, c'est Dieu qui dit ça au peuple d'Israël. Si vous êtes croyant et si vous êtes israélite, vous devez penser que ça s'applique à vous et que c'est un message de Dieu. On va retrouver ça avec le Coran. Le Coran, c'est l'archange Gabriel qui parle à Mahomet et qui lui dit voilà comment il faut vivre, voilà comment il faut gérer les choses. Alors là, dans l'optique de Lovecraft, on n'est pas vraiment dans une religion révélée, même pas du tout. On est juste dans l'idée que ce panthéon de dieux nous déteste et qu'on ne va pas les comprendre et qu'ils vont nous buter. Ou pire. Et donc, c'est là où il va créer un livre qui devient la Bible Lovecraftienne, qu'on nous brandit. On peut retourner. Pas la prochaine trop, parce que c'est quand même très dangereux. Qui s'appelle le Necronomicon. Le Necronomicon, je ne sais pas, on peut prononcer à la grecque ou à la française, qui est un livre qui daterait du... Sur ce livre qu'il écrit, il a écrit sur le livre qu'il écrit. Enfin, je veux dire, il n'a pas écrit le livre, mais il a écrit ce qu'il fallait en savoir.
et qu'on retrouve distillé dans son œuvre, que c'est un poète arabe qui s'appelle Abdul Asred, qui l'aurait écrit, qu'on appellera l'arabe dément par la suite, au 8e siècle, vers 730, qu'il n'aurait pas vraiment survécu à son livre, il aurait été déchiqueté vivant par des monstres invisibles sur un marché, de manière comme une autre de disparaître. Mais surtout, ce que ce livre dit, c'est que la personne qui lit ce livre comprend les rouages du monde. Alors c'est là où ça devient une sacrée pirouette, parce que de lire ce livre et d'un seul coup comprendre des choses que nous autres cafards ne pouvons pas comprendre, c'est absolument fantastique, c'est ce qu'on attend d'un livre divin, d'un livre qui devient lui-même une entité, et en même temps c'est insurmontable, et donc par définition, toute personne qui lit le Necronomicon, en dehors de notre hôte manifestement, doit y passer. En gros, il perd sa raison, il s'arrache le visage, il devient fou, on le perd. Ça, c'est tellement fascinant que bien évidemment, on va rapidement passer de la réalité à la rumeur là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui vont se dire un tel livre, il faut qu'il existe. Parce qu'il y a de l'intertexte, c'est vrai que finalement le Coran c'est déjà un peu ça, c'est vrai qu'il y a le Picatrix, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce livre qui est effectivement un livre du Xe siècle, qui est un livre arabe qui donne des recettes ésotériques, qui permet de faire de la magie blanche, de la magie noire, enfin... Il est derrière toi. Voilà, il est aussi en rayon. Bonne librairie. Donc ça c'est de l'intertexte qui permet de faire vivre le Necronomicon, qui fait qu'il y a des gens qui sont intimement convaincus de son existence. Ils ne sont pas nombreux, bien évidemment, mais il y en a. Même si Lovecraft lui-même, très rapidement, dit « ce livre n'existe pas, c'est une invention personnelle ». S'ensuit aussi des essais d'écriture du Necronomicon. Et là, on ne peut pas écrire un livre qui a une essence divine, parce qu'on est des putains de singes. Donc ça ne marchera jamais. Tous les gens qui ont essayé d'écrire le Necronomicon ont échoué. Ça ne peut pas marcher. À l'époque de Lovecraft, l'éditeur lui-même, parce qu'il recevait des messages, des lettres de gens qui disaient « on veut ce livre », il s'est dit ben, « faisons un peu des sous, écrivons le Necronomicon », et puis il s'est dit « mais putain, il faut que j'écrive 1000 pages d'un truc, ça va être tout plan-plan, tout naze », il n'a pas osé le faire, et il a eu raison. C'est un livre qui doit rester dans l'indicible, parce qu'il est indicible. Et donc illisible, innommable, enfin, on peut aller jusqu'au bout. Par la suite, Lovecraft et ses suivants vont créer d'autres livres, qui viennent conforter ce mythe. Le De Vermis, le nom m'échappe. Merci, Mysteris, qui est écrit par un Allemand, et quelque part dans les années 20, voit apparaître le terme culte des ghouls. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, parce que le culte des ghouls est censé être écrit par un Français, au tournant du 17e, 18e, vraiment des débuts 18e, donc un aristocrate français qui s'appellerait Honoré de Balfour, François-Honoré de Balfour, comte d'Erlette. Alors les mauvaises langues diront que en fait, c'est un jeu de mots puisque Lovecraft à l'époque qui avait des échanges épistolaires avec un écrivain beaucoup plus jeune que lui mais qui le fascinait, qui s'appelait Auguste d'Erlette, D-E-R-L-E-T-H, et que donc un petit clin d'œil aurait été de créer ce personnage du comte d'Erlette. Toujours est-il qu'effectivement, nous n'avons aucune preuve historique du comte d'Erlette, mais nous n'avons pas non plus de preuve historique de l'existence du Christ, donc on ne sait pas. Ce livre serait apparu donc en 1702-1703. J'ai vu que toi tu avais fait une recherche plus poussée, où il y avait des dates plus précises. 1702, moi j'ai... Voilà, oui, c'est ça. Et c'est un livre qui aurait été quasiment immédiatement mis à l'index. On dit qu'en aurait été tiré quelques exemplaires qui seraient reliés avec de la peau humaine. Je ne sais pas si tu as ça en rayon. Je l'ai pour le Necronomicon, mais pas... Ah, ouais, c'est dommage. Le culte des ghouls, je n'ai que le tien, il est pas... J'ai tanné l'éditeur pour avoir une reliure en peau humaine et une écriture en sang. On peut se le permettre, on est 7 milliards d'individus, je pense que franchement, autant retirer un seau d'eau à l'océan, ça personne ne verrait le niveau baisser, mais... Il a dit non, il a dit que ça posait des problèmes légaux. Plus rien faire. Enfin bref. Et en fait, ce livre, finalement, n'est jamais complètement détaillé. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces livres qui sont évoqués, mais dont finalement rien de vraiment précis dans les récits Lovecraftiens anciens, des années 20, des années 30, ne ressort. Et c'est ça qui est génial, parce que finalement on est sur un livre qui n'est pas un livre divin, qui est un livre d'un humain, en l'occurrence le comte d'Erlette,
et qui est un livre qui finalement permet une certaine liberté, donc on peut le lire. On ne rend pas fou, le Culte des Goules. Par contre, il dit des choses qui, elles, sont des révélations qui sont choquantes. Et alors, c'est en ça que ce livre est intéressant. Même sur le terme lui-même, au début, on parle de cults of Ghoul, donc les cultes des Ghouls, puis ça évolue pour le culte des Ghouls. Alors, bien malin qui peut dire quelle version doit primer, mais ça laisse quand même une certaine liberté dans ce qu'on va trouver dedans. Alors, dans le livre, qui est-ce qui a lu Le Culte des Ghouls, qui est un livre illisible? Donc toi, tu as bien fait ton travail. Voilà, pas lu Le Culte des Ghouls, je te félicite. Parcouru. Il est dur à lire, ce livre. Je vais en parler un petit peu. Ça se veut être traité, comme on en voit de manière assez classique, fait par un homme qui, lui, ne cache rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur de l'alchimie ou la franc-maçonnerie ou des sociétés secrètes qui ont un verbiage, un champ sémantique particulier, des symboles qui permettent de faire passer des messages que seuls les initiés peuvent décoder. Là, on est sur quelque chose qui est in your face, qui est vraiment complètement écrit, et qui est une réflexion sur ce qu'est d'abord une goule et comment ça marche. Donc en fait, c'est super pratique. C'est un manuel. Ça commence, si mes souvenirs sont bons, par une étude sur ce qu'est l'âme, avec cette idée qu'en fait il y a deux âmes. Il repart sur le mythe grec du thumos, l'âme sang, et du psyché, l'âme souffle. Avec cette explication que par la suite la religion chrétienne a tué le concept d'âme sang, même si on va le retrouver par la suite dans la littérature, avec le mythe du vampire qui finalement te prend ton âme en buvant ton sang. Mais que finalement c'est un des ingrédients qui permet de créer une goule. Et dans ces termes à lui, une goule c'est un humain qui est dégradé par une puissance extérieure, qu'elle soit divine ou humaine. C'est-à-dire en gros qu'il y a une âme séquestrée dans le bazar. C'est-à-dire que soit on a affaire à un corps qui est vidé de son âme, soit on a affaire à une âme qui est sortie d'un corps, soit on a affaire à des permutations d'âmes dans les corps, ou enfin toute une série de choses qui sont possibles. Et ce livre file quelques recettes en fin de livre. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il est important de le lire dans l'ordre. Ensuite, comme tout traité de cette époque-là, il y a des récits. Alors c'est un grand classique des traités anciens, ça, où on va un peu dans le vaste monde, voir comment les choses se passent, et qui sont des traités, des récits qu'on connaît plus ou moins tous en fait déjà, puisqu'on va parler de vaudou, pas mal, puisque c'est l'époque des colonies, on va parler de revenants, de cadavres errants, on va parler pas mal de jnoun, qui est le terme de possession en arabe, puisqu'il se passait dans ces régions-là, au Moyen-Orient, même en Perse, des expériences assez amusantes de domination d'âme. Et puis on va terminer dans ces récits par un récit qui se passe en France, qui est une affaire qui a secoué la France, qui est l'affaire des poisons. Et dans l'affaire des poisons, alors c'est toujours le XVIIe siècle, on parle de l'alchimie notamment, mais on parle aussi de tous ces gens qui s'intéressent à un ésotérisme plus démoniaque, et notamment dans ce fameux abbé Guibourg, qui est un personnage assez étrange, qui est un prêtre qui faisait des messes à rebours, messes noires, et qui avait dans son sillage plein de gens superstitieux qui imaginaient qu'en faisant ces messes noires, on pouvait obtenir des faveurs. Ça c'est très documenté, puisque effectivement, la Brinvilliers, la Voisin, les gens des affaires des poisons se sont fait arrêter tous en même temps que ce fameux abbé Guibourg, qui avait un lien, non pas sur les poisons, mais vraiment sur le côté un peu spirituel du bazar. Et le fameux comte d'Erlette, il prétend avoir eu accès à la bibliothèque de l'abbé Guibourg. Et en fait, c'est vraiment une histoire de livres. C'est vraiment, on trouve des livres dans des livres. Et là, il va trouver dans la bibliothèque de l'abbé Guibourg un codex, terme extrêmement important, qui est un codex aztèque, qui est en gros un échange entre une de ces divinités
précolombienne, en l'occurrence Tlaloc, et un de ses prêtres. Alors il précise que tout cela est extrêmement compliqué à déchiffrer parce que les Aztèques, comme chacun sait, n'avaient pas d'alphabet, donc on est sur une bande dessinée. Il y a juste des annotations qui ont été faites par la suite par un prêtre ou un curé espagnol, mais il livre 5 révélations qui viennent de ce dialogue qu'il y aurait entre un prêtre et sa divinité, en précisant que tout ça c'est du marchandage. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Lovecraft, cette idée que, ok, on est des gros cafards, mais on a des divinités à l'extérieur de nos dimensions qui sont plus ou moins prisonnières, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de revenir, et qui vont venir, en gros, nous solliciter en disant bah, « Coco, si tu me files un peu de ça, et ben moi je te donne un peu de ça ». C'est le principe du mythe de Cthulhu, où il y a une divinité engloutie qui communique avec certaines personnes la nuit et leur dit de faire des choses. C'est le principe de Nyarlathotep, qui est le messager des dieux et qui interagit pour Yog-Sothoth, qui est censé être enfermé entre les dimensions. Et donc là, on a ce prêtre mexicain, aztèque, et qui est complètement plausible, puisque les Mexicains vivaient en proximité totale avec les dieux. Il faut se rappeler que le côté divin, demandeur de sacrifices, était la base même de la société aztèque. Les Aztèques organisaient avec les autres peuples autour d'eux ce qu'on appelait des guerres fleuries, qui étaient des fausses guerres, où les vaincus étaient heureux d'être offerts en sacrifice sur des pyramides. On ne sait pas exactement combien il y a eu de cardiectomies sur sujet vivant sur le temple majeur de Tenochtitlan en 1487, mais on imagine que c'est en gros entre 3000 et 30 000. On est sur des chiffres, c'est juste pour... aujourd'hui, vous ouvrez un nouveau bar, vous avez besoin d'un événement, là on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et donc cette idée-là du dieu sanguinaire et du fait que la vie elle-même perd de son sens par rapport à ça, puisque tout le monde a bien compris que ce qui se passait qui était important n'était pas ici, mais dans d'autres dimensions et à d'autres moments. Et dans ce codex, donc on trouve 5 révélations. La première, c'est qu'on est ici pour mourir. Ça, c'est manifestement, il a l'air de dire que c'est très clair, mais qu'on est censé vivre. C'est-à-dire que le fait de notre présence ici a un sens pour les dieux, on n'est pas juste là pour mourir d'un coup. La seconde, c'est que nous attend une éternité de souffrance. Sympathique. J'essaie de me remémorer parce que je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas relu les passages, mais c'est des révélations très importantes. Je vais un peu tricher, je vais regarder. Alors, ce codex s'appelle le Mikoaz, qui est le livre de la mort imminente. C'est pas les rituels chez les Scandinaves. Alors, donc la deuxième révélation du Mikoaz, j'arrive pas à lire parce que je suis vieux en plus maintenant, c'est triste. C'est vraiment frustrant devant une assemblée de ne pas arriver à lire. Tu n'es pas possédé par un ghoul. Ou alors c'est ça, je suis en train, on m'empêche les yeux de de lire. Nyctalope, mon ami, on t'empêche. Là, on sent bien, il y a une force. Ah oui, alors la troisième, c'est un peu la plus importante. C'est celle que les dieux se nourrissent de nos âmes. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très clair dans ce livre. C'est que c'est commun à toutes les religions. Le parallèle est fait avec la parabole du pasteur, du Christ. Bon, ok, on est les brebis. Qu'est-ce qu'on en fait des brebis? À quoi elles servent? On est le putain de méchoui des dieux, quoi. C'est ça la base. Alors pour les Mexicains, ça faisait la base, c'est la base de leur croyance. Ils sont là pour nourrir les dieux, offrir leur cœur, pour que le système marche, pour nous, on nous a menti un peu dans cette optique-là. On nous a dit qu'il y avait un salut, on nous a dit que nous attendraient des anges en train de jouer de l'harpe et tous nos amis morts avec des tourtes et des verres à boire. Manifestement, c'est pas du tout ça le programme. En revanche, si les dieux se nourrissent de nous, le terme même de nourrir n'a pas de sens pour un dieu. Donc en gros, ils vont se repaître de quelque chose de nous, mais ça pour le coup, on est bien incapable de savoir ce que c'est. C'est pas à nous, on n'a pas les moyens de comprendre de quoi il s'agit. La quatrième révélation
de ce codex, c'est que il faut que cette vie soit tragique. Tout est fait. Ce qu'a l'air d'expliquer le comte d'Erlette, c'est de se dire que ça pourrait être différent. On n'est pas, par exemple, obligé de pourrir. Il y a une espèce de loi qui est la putréfaction, qui est la base même, qui est aussi puissante que la gravité dans notre monde, et qui fait qu'en fait, on accepte aujourd'hui de vieillir, de plus arriver à lire des choses, on trouve ça tout à fait normal, et en fait, ça l'est pas du tout. Il n'y a aucun sens que ça se passe comme ça, autre que celui de nous préparer à la souffrance et à la mort. Et que donc, ça fait partie du plan divin, que cet axiome-là du pourrissement, de la putréfaction, de la déchéance, soit aussi universel dans nos vies. Et la dernière révélation du Mikoaz, et pas la moindre, c'est celle qu'on peut négocier avec les dieux. Et donc c'est manifestement ce que faisait ce prêtre africain, ce prêtre aztèque, c'est manifestement ce que tente de faire aussi le comte d'Erlette. Et c'est manifestement quelque chose, une fois encore, qu'on retrouve dans beaucoup de récits lovecraftiens qui mettent en scène des divinités. Alors après, il part sur des digressions qui sont intéressantes, qui recoupent toutes les mythologies qui existent, en disant que finalement, toutes ces mythologies sont un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il compare effectivement Huitzilopochtli avec Zeus, avec Yahvé, avec Odin, et en disant, voilà, on a des mondes différents, des gens qui se sont jamais parlé, puis qui finalement ont des mythes communs, ont des divinités communes, et il tient ça comme étant une preuve un peu de la véracité des révélations du codex qui lui a été donné de lire, et de la réalité de ma thèse lovecraftienne. Et puis il termine ce livre. Alors il y en a beaucoup, il cite, il raconte pas mal de choses de vision dans cette partie-là, et notamment il parle de différentes villes et de dieux au-dessus des villes. Il y en a certaines qui sont assez étonnantes parce que elles sont complètement oniriques, et puis elles sortent même de nos dimensions à nous. Il parle de villes où les habitants ne sont pas solides, ils sont gazeux, il parle d'éther. Enfin, ça peut être assez fascinant à lire si vous passez outre le style un peu bizarre. Et puis il termine avec des recettes que pour le coup c'est un peu comme l'alchimie. Je sais pas, j'ai beaucoup suivi la partie la conférence précédente, et en fait sur l'alchimie on parle beaucoup de tout ce travail, mais finalement combien de personnes ont vraiment fait ce travail? Alors c'est vrai qu'au XVIIe siècle, les gens se retrouvaient avec une salle en sous-sol peut-être, où ils travaillaient dans leur Atanor, etc. Mais toutes ces recettes, avant d'arriver à les mettre en place, il faut vraiment avoir du matériel qui n'est pas forcément donné à tout le monde d'obtenir. Et voilà, j'ai aucune idée de savoir si ça marche. Donc ce livre, la question c'est de savoir déjà est-ce qu'il est réel ou pas. Alors bien évidemment, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est non, je l'ai écrit moi. La deuxième réponse qui vient peut-être à l'esprit, c'est peut-être que je ne l'ai pas écrit. Peut-être que je l'ai juste retranscrit. Cette jolie couverture fin de siècle. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail assez sympathique de choix d'illustration libre de droit, parce que 200 € c'est cher pour une maison d'édition. Mais donc du coup, d'aller chercher des anciennes gravures, qu'elles soient ésotériques, des gravures de voyage, des scènes de cannibalisme, etc. C'est un vrai chouette bouquin. Non, le choix du papier et tout, on a choisi de pas l'imprimer en noir, mais plutôt en une espèce de couleur un peu rouge, pour que ça rappelle l'idée que ce soit écrit avec du sang. J'ai insisté parce que je voulais vraiment qu'on ait ce fameux S long qui est typique de l'Ancien Régime en fait, où tous les S dans les mots ne sont pas des S qu'on connaît nous, mais sont comme des F sans barre.
Ouais. Ce qui rend la lecture un peu odieuse au début. C'est pour ça Moi, que j'ai fait j'ai bien des vu que tu trucs. avais été jusqu'au bout de la lecture et bravo, parce que le S long est rédhibitoire pour beaucoup de gens. Mais c'est pour ça aussi que c'est un super format pour les gens qui font du jeu de rôle, et ça je l'ai compris par la suite. C'est qu'en fait, eux, ils chopent un chapitre et ils bâtissent une histoire sur le chapitre. Et alors c'est tout à fait intéressant de voir un livre comme ça qui m'échappe complètement en termes d'utilisation. C'est un bonheur. Bah c'est assez cool, ouais. C'est Non, génial. mais c'est super. Après, il y a tout de même des gens qui le lisent et tout de même des gens qui voient ce que j'y vois moi. Et ça, c'est comme j'ai pas caché mon nom du tout dessus, puisque je me présente comme étant l'inventeur du texte, c'est-à-dire non pas l'écrivain, mais celui qui l'a trouvé. J'ai régulièrement dans ma boîte mail des emails plus ou moins Bizarre. voilà, On va le dire clairement. voilà, de gens Un peu chelou. et ces emails-là, quand ils prennent des gens qui ont lu le livre jusqu'au bout, montrent que le livre marche. Donc ça, c'est Ben, félicitations. voilà. Et donc du coup, bah écoutez, je sais pas si vous avez des questions, mais je crois que j'ai Plein. tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Comme ça. On a 50 minutes avant que ça arrive, donc Bon, ben ça va. vous pouvez y aller. Après nous Faut le avons mitrailler. une petite pizza pour finir la soirée, amicalement. Elles Donc, arrivent. d'abord un Ça, grand c'est merci. vraiment un grand intéressant. merci C'est intéressant parce que tu parles aussi de l'aspect public, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est. Bah, Parce que tu sais, quand on écrit un livre, on se rend peut-être pas forcément toujours compte, justement, qui pourra le lire. après, Oui, c'est il y a au plusieurs moment où niveaux de tu lecture, vas le quoi. sortir Ouais, que ouais. tu te poses ces Oui, questions-là, marche pas parce que là. tu finis par te dire, Non, mais je fais une petite goutte. Ah non, moi je marche pas. tu dis putain, j'ai le texte du culte des On goûts, voit n'importe que- quel pékin un peu Lovecraftien va dire je Ouais, veux de lire ce temps en texte. temps. Et en fait, tu te rends compte que non, qu'au niveau des éditeurs, ça suit pas vraiment. Et Ouais, bon, après, c'est vrai que- puis bim, il y a Nemos est globalement une maison qui s'intéresse. Enfin, le mec qui tient Nemos, Monsieur Veil, Je pense que est c'est lui-même pas- un rôliste et il a écrit Nephilim qui est manifestement un gros truc de jeu de rôle. Mais c'est une bonne J'ai fait plein de édition, choses, moi. mais bon, d'ailleurs. Pardon? C'est une bonne édition. Ah ouais, bah la preuve, hein, c'est. Non, c'est une super maison d'édition, je suis extrêmement content de. Disons, finalement, les éditions fantastiques, on n'a pas des masses non plus. Hein. Ouais, c'est. Mais vraiment c'est du pas fantastique ou tu vois, ou avec une réflexion ésotérique. On est dans un pays qui a du mal avec le fantastique. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on verra jamais un livre fantastique gagner le concours, on verra jamais un film fantastique gagner les Césars, quoi. On a même un mot pour ça, c'est le genre. C'est du genre, tout ce que ça veut dire. Et pourtant, on a des génies chez nous. En ce qui concerne le cinéma, ils sont tous partis travailler à l'étranger parce que, comme CNC préfère produire des films sur des couples qui se torturent dans Paris avec des sentiments plutôt que de montrer des ghouls. Ils sont tous partis bosser à Los Angeles, ceux qui veulent montrer des ghouls. Il y a du cinéma fantastique français, contemporain. Ah, c'est super J'avais rare. vu Il y a eu quand même de la série chez chaque les Revenants, année, là, tu sais, sur chaque Canal, année, tout t'as ça. 3-4 Ça a un films. peu changé, quoi. Iris, La Chambre Noire. Non, mais c'est quand on voit la production Moi-même, j'écris des cinématographique. scénarios pour eux. alors Quand je tu vois la comprends. production cinématographique fantastique mondiale et la production cinématographique française et la production cinématographique fantastique française, c'est une toute petite fraction ridicule. Mais à côté de nous, les Espagnols ou les Britanniques ou les Belges, ils nous en remontrent Il y en là-dessus. a. Et, mais je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, tu as un scénario fantastique, tu vas le proposer à une maison de film, à un producteur ou un truc, il va plus ou moins te rironner. Hein. Alors, moi, une remarque et une question. La remarque, c'est sur la difficulté du fantastique aujourd'hui en France. Moi, je suis complètement scotché par l'avalanche, je dirais même la diarrhée Lovecraftienne actuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de mois où ne sortent pas au moins 5 bouquins sur Lovecraft, autour de Lovecraft. Et comment dire, le pastiche à la manière d'eux, c'est une industrie à part entière. Et c'est pas Nemos, c'est Nestevenen. Nestevenen vient de sortir 2 tomes
sur les traces de Lovecraft, qui sont des recueils de nouvelles, après Brajlon, qui en a sorti 2 aussi. Et donc il y a une véritable, enfin c'est une avalanche Lovecraftienne, et là je parle ici aux sociologues et aux anthropologues même. Il y a vraiment une étude à faire sur pourquoi cette Lovecraftomania, c'est-à-dire pourquoi Lovecraft est devenu une superstar. Moi, j'ai des éléments de réponse. Et qui pète complètement les pages des bouquins, hein, puisque on le retrouve au cinéma, en jeu de rôle, en musique, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est ma remarque sur le fantastique, ou plus exactement le fantastique Lovecraftien. Ma question maintenant, sur ton bouquin, et sur le fond de ton bouquin. Donc tu cultives le mystère, en disant peut-être que c'est moi qui l'ai écrit, peut-être pas, peut-être que... Bon. Il y a une chose pour moi qui est claire en lisant ton bouquin, c'est que, à mon avis, tu as utilisé des textes que tu as trouvés fort intéressants, qui, à mon avis, sont vrais. Enfin, c'est pas toi qui as écrit ça, mais que tu as mis quand même pas mal de sauce de ta plume pour enrober le bébé. Et il y a une preuve, pour moi qui est manifeste, c'est que tu cites comment dire, des créations Lovecraftiennes, tu parles de Kadat, etc., qui sont bien postérieures au manuscrit. Enfin, on sent que tu as enrobé le truc pour lui donner une couleur Lovecraftienne. Alors, je vais pas nier. Voilà mon opinion. Hein, non, je vais bien évidemment pas nier. Tu avoues. C'est ce que je disais, ce livre, ce texte n'est pas dans son ensemble du XVIIe siècle. C'est normal. Je suis confondu. Oui, il est temps d'avouer maintenant. Non, il y a d'abord parce qu'il fallait le relier à Lovecraft, ce texte. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi que ce soit fait, parce que, en revanche, et pour revenir sur ta remarque, c'est cette internationale Lovecraftienne à qui je m'adresse avec ce livre. C'est effectivement ce que tu es en train de décrire, et qui existe parce que, une fois encore, ce que Lovecraft a créé, cette idée de divinité qui nous veulent du mal, où l'homme est écrasé, ce qu'on appelle, certains appellent la dark fantasy, elle est extrêmement porteuse. Elle est porteuse en soi, mais elle est brevetée. C'est Lovecraft qui l'a créée. Et en fait, c'est comparable avec Tolkien. Tolkien aussi a créé quelque chose d'absolument incroyable. Sauf que Tolkien, il n'a rien inventé. Toutes les créatures dont il parle, on en avait déjà parlé avant. Les trolls, etc., les gobelins. Lui, il réassaisonne le bazar, mais il a créé un pan entier littéraire, cinématographique, BD, etc., qu'est la fantasy, sur lequel il n'est pas forcément cité, puisqu'il n'a pas vraiment la paternité de ceci. Alors que dans le cas de Lovecraft, c'est Lovecraft qui a la paternité de ça. En fait, avant, ça n'existait pas, et il a créé cette idée qui est entre la science-fiction, la fantasy et le fantastique, qui est un mélange qui marche super bien, et qui en plus a des lettres de noblesse. Alors dans le cinéma, c'est évident, des gens comme Carpenter, comme Ridley Scott, ou Guillermo del Toro, là, il va probablement se manger un Oscar, le premier à dire qu'il est Lovecraftien, quoi. Et nous, en France, et alors c'est là où il se passe un truc qui est assez intéressant, notamment avec la littérature, parce qu'une fois encore, on est très anti-genre, mais là, on a la chance d'avoir un des plus grands écrivains contemporains qui a pondu un essai sur Lovecraft. Sauf que lui, il n'est pas du tout dans le fantastique, il n'est pas du tout Lovecraftien, c'est Houellebecq. Houellebecq, son premier bouquin publié, c'est un essai sur Lovecraft. Et alors là, dans l'esprit d'un éditeur à Saint-Germain, d'un seul coup, il se passe un peu quelque chose quand même. C'est juste plus de la littérature d'évasion pour adolescents en mal de sensations fortes. C'est d'un seul coup un écrivain qui a quelque chose à dire, qui véhicule des choses de sociologie, qui véhicule des choses sur notre époque. La thèse de Houellebecq est très intéressante, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire, ça se lit très rapidement, c'est un tout petit essai, qui est tout à fait Houellebecquien, j'ai un doute,
Notamment, il s'intéresse au racisme de Lovecraft, qui est une question tout à l'heure. On sait qu'il était raciste, lui, physiquement, mais c'est vrai que ces hiérarchies de races, de machin, etc., c'est intéressant. Question que beaucoup d'autres sociologues se posent, notamment sur la fantasy avec Tolkien aussi. Et donc, tout ça contribue à donner des lettres de noblesse à Lovecraft, qui font qu'aujourd'hui, il est fréquentable. Et alors, quelle est sa thèse à Houellebecq? Ah bah, il faut lire, il n'y a pas une réponse. Ah bon, Il étudie en fait le personnage de Lovecraft, la réalité du maître de Providence, avec ses écrits. Et il souligne des tonnes de contradictions aussi. Effectivement, cet homme qui est capable de concevoir des voyages dans plusieurs dimensions et qui n'a jamais foutu un pied en dehors de chez lui, quoi. Ce qui n'est pas vrai. Ouais, il n'a pas été bien loin, Lovecraft. Voilà, il a été jusqu'en Floride, il était à Charleston, Ouais, mais bon, il était au Québec. américain, quoi. Ouais. Ouais. Alors, tu as lu ce que, je suppose que tu as lu, ce que dit Jean Robin sur le comte d'Erlette? Non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Robin a sorti, c'est l'année dernière, un bouquin qui s'appelle Lovecraft et le secret des adorateurs du serpent, qui est une thèse sur Lovecraft, complètement déjantée, sur le thème grand initié, tu vois la couleur. Alors, il nous dit, c'est dans la petite plaquette que je vais vous donner, il nous dit, l'auteur du culte des Goules, François-Honoré Balfour, comte d'Erlette, a effectivement existé, 1648-1734. Il est réapparu le 21 juin 1780 en qualité d'initiateur du marquis de Sade, là ça commence à devenir bien, et fondateur du cercle intérieur du secret du roi, service de renseignement de l'époque. Il descendait de la famille des Lusignan-Cognac et possédait un château près de Stenay, le château de Vauhédrac, qui a disparu le 1er juillet 1961, au moment même où la maison de HPL fut détruite à Providence. Ça, c'est un scoop. Ouais. J'ai bien fait de venir, moi. Son épouse, Joséphine, était la trisaïeule de Margaret Huret, bien connue. Elle était aussi l'amie intime de Friedrich von Junz, auteur des Unaussprechlichen Kulten, bouquin que j'espère que tu vas bientôt écrire. Avec le plus bel allemand. Mais tiens trop bien, Excellent. les Unaussprechlichen Kulten, Ah oui, là. l'ouvrage faisait 54 volumes. Ah, voilà. Il faut plusieurs vies, et sera brûlé par son auteur selon un rituel propre à en assurer une diffusion subtile. Il a pris du champignon. C'est pas con, ça. C'est pas fini. En plus, c'est tout pas d'éditeur, ça peut toujours être une solution, tu vois. Il fut l'initiateur du chevalier d'Éon. J'en connais des types de champignons qui donnent ça. Le château a été édifié en 1315 sous la direction de Bernard de Clairvaux. Ouais. Il n'en reste que 4 pierres, dissimulées dans un fouillis de buissons à 4 km de Stenay, et une pierre de fondement appelée la rectrice des visions. Georges Clémenceau y fit 3 pèlerinages. Ah bah oui, ça, Clémenceau, le grand... Le château est devenu visible de 1429 à 1499, soit pendant près de 70 ans. Son existence est historiquement attestée par une chronique de Jean Ardouin, bibliothécaire du collège Louis-le-Grand et pionnier du récentisme. Il possédait du reste des fragments du Necronomicon. Ah, c'est beau. Il est le château du comte d'Erlette Oui. et le reflet de la Jérusalem céleste. Ah. C'est le trou noir de la géographie sacrée française, où sont dévorés Génial. matière, temps, espace, pour faire place au ciel nouveau et à la terre nouvelle, concomitant de la descente de la citadelle solaire. C'est au moins sur l'emplacement Jérôme d'une autoroute. Savonarole et Giordano Bruno ont pu y contempler l'Arche d'Alliance, archétype venu de Saturne. Oh là. Est également venu la contempler Épiménide le Crétois qui y restait 28 jours.
Mais attendez, c'est pas fini. Bouddha est également passé au château, car c'est l'épicentre virtuel du futur séisme eschatologique. Idem pour René Guénon avant son départ en Égypte. Oui. Le comte d'Erlette préparait un cycle romanesque en 200 volumes, intitulé Un matin de septembre, allusion au 11 septembre. Et Alors là, C'est le Nostradamus Lovecraftien en fait. ça, il doit pas le connaître. Le Comte d'Erlette, tu te souviens, les 3 volumes qu'on a eus au travers de la librairie. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est. Il y en a pas beaucoup qui les Alors, il y connaissent. a un type qui a pris comme pseudo le comte d'Erlette et qui a écrit comme... Tu connais ou pas? Je ne connais pas, mais c'est assez commun des gens qui prennent comme pseudo le comte d'Erlette. Qui a écrit 3 bouquins exceptionnels, Lovecraftiens. Le premier tome est une analyse très intéressante de la mythologie des grands anciens. Sorti Et, genre à 800 exemplaires. à la sortie de son 3e tome, vas-y Nicolas. Il s'est suicidé et j'ai récupéré les exemplaires. Donc c'est des bouquins qui ont été diffusés à 200 enfin même pas 100, 200 par volume. C'est bon, Sous ça. le terme de Comte d'Erlette. J'ai vu ça quelque part, t'as dû Et comment t'as fait pour récupérer ça? Parce que je tenais une librairie à l'époque que je ne tiens plus maintenant. J'ai une chronique là-dessus. Voilà. Eh oui, T'as rien à voir avec son suicide, j'espère. c'est peut-être pas un suicide. C'est une Sauf parce que t'enlevais les chaussures. C'est une exécution, tu veux dire, sans doute. Mais dis donc, Non mais truc dramatique et puis je me souviendrai toute ma vie les personnes dont Ah ouais. on va dire les ayants droit, La plaquette. ayants droit, Ah, c'est très bon, des hein, amis, quand des même, tout proches ce qu'on qui sont entend. Là. venus livrer, il avait demandé à ce que ça Ah, vienne ça, à la ce sont librairie. les petites il avait gourmandises. demandé à quoi? À ce que ça vienne à la librairie Ah oui, pour Les les bonbons, vendre. en quelque Ils sorte. s'en foutaient. C'est pas une Mais ils les vraie avaient question. fait auto. Mais non, quelle Oui, auto inspiration. auto-édition. Et Et Tu vois, auto-édition. sur le Et fantastique. mon père s'est régalé du premier tome, il Tout à avait fait d'accord avec sorti. vous. Le fantastique, c'est un peu comme Et ça, le Je serais aujourd'hui, intéressé de lire ça, moi. Le fantastique, pour, c'est Mais diffusé. non, j'en ai vu. Donc, Tout il y a vendu. beaucoup Modiano. C'est l'aile. Quand tu lis Modiano, C'est partout. voilà, c'est ça qu'il y a ici diffusé. C'est l'aile, elle a pas du gain. Hein. C'est même pas la entier. J'en aurai un exemplaire, je le mets sur Amazon, ça va Ah exploser. ouais, non, Oui. Et c'est le plaisir, c'est la passion. Alors, Ah bah alors sur Amazon, Gardez bien cette plaquette, hein. à 128 Elle a été euros, hein. tirée à 10 exemplaires. Voilà, Il y a des petits malins qui te foutent les bouquins. ouais, des Américains. Le lendemain de sa sortie, il y en avait qui étaient vendus à. Mais je crois qu'il y en a même eu un à la grande époque, c'est peut-être le camp, genre sur eBay, qui était à 825 euros, un truc comme ça. C'est C'est la spéculation. ah, bah, c'est pas la spéculation, c'est de la. C'est du flanc quoi. Il est